Nous retrouvons notre rendez-vous Histoire sur Radio J, l'histoire des Juifs de France, en compagnie, comme tous les matins, de Christophe Dard, notre passionné d'histoire. Et nous sommes, Christophe, au XIIe siècle. Lors de notre précédent épisode, nous avons évoqué la situation des Juifs durant les croisades, avec un antisémitisme qui a conduit, c'est vrai, à des massacres. Nous allons voir à présent qu'au cours de ce XIIe siècle, les Juifs restent persécutés, notamment en raison de la naissance d'un stéréotype selon lequel ils sont accusés de spolier les richesses des chrétiens et tout particulièrement les trésors des églises. Mais d'abord, Christophe, rappelons que les Juifs qui vivent en France sont très actifs, notamment sur le plan spirituel. Et oui, souvenez-vous, l'école des Tossafistes dont nous avons parlé, qui se développe en Champagne, mais aussi en Bourgogne, à Paris et en Normandie, grâce au travail des petits-fils de Rachid, qui perpétue son héritage. Des réunions de rabbins venant de France ou des bords du Rhin sont d'ailleurs organisées à Troyes, souvenez-vous, la ville de naissance même de Rachid. Et puis le rabbin espagnol Benjamin de Tudel, qui a voyagé jusqu'en Palestine, en Syrie, en Irak et en Égypte. Il a fait presque un grand tour du monde et qui est passé par la France, signale dans son récit de nombreux savants à Strasbourg, où il mentionne d'ailleurs plusieurs Israélites, je cite, sages et riches. Et plus au sud, le judaïsme provençal et languedocien connaissent une période de prospérité grâce à l'esprit de tolérance qui règne alors dans les cours de Toulouse et de Béziers. Les récits de Benjamin de Tudel témoignent d'ailleurs du dynamisme des communautés juives du sud de la France. Il évoque les nombreuses écoles talmudiques, les maîtres de l'époque. Les juifs peuvent s'adonner à l'agriculture comme au commerce. Une des plus importantes communautés juives est alors celle de Narbonne, on en a déjà parlé, 300 personnes, où les juifs d'ailleurs disposent d'un hôpital, puis d'autres communautés aussi, à Montpellier, Lunel, Beaucaire, Saint-Gilles, Arles et Marseille. Chacune des deux synagogues de la ville peut recevoir jusqu'à 300 fidèles. Et je cite Benjamin de Tudel, parce que c'est vraiment une source importante de l'époque. L'habitat juif s'égrène et fleurit sur tout l'espace méridional, aussi bien dans les villes que dans les villages. Sémage de la population qui traduit encore une certaine quiétude et tranquillité. Les potentialités andalouses s'épanouirent et décuplèrent en terrain languedocien qui devint un foyer exceptionnel de pensée et de sciences juives. La famille Ibn Tibbon, dont les membres sont parfois appelés les Tibbonides, joue un rôle important dans le sud de la France. Cette famille de rabbins est spécialisée dans la traduction en hébreu d'ouvrages philosophiques. Et à Posquière, devenu Vauvert, dans le Gard, a vécu Abraham ben David, né à Narbonne, une sorte de Rachid, on peut dire, du sud de la France, puisque la yeshiva qu'il dirige donc du côté de Posquière devient très renommée et reçoit des savants de tous les pays d'Europe, et plusieurs de ses disciples sont devenus des rabbins et des autorités scientifiques éminentes en Provence. Son activité est centrée principalement sur l'explication du Talmud. Par ailleurs, de nombreux juifs, Christophe, au Moyen-Âge, étaient commerçants, artisans, vignerons, banquiers. Ils jouent depuis longtemps un rôle important dans le développement économique de l'Occident. Mais justement, le XIIe siècle marque le début de la diffusion, on le disait en introduction, du stéréotype du juif manieur d'argent, cupide et avare. Un cliché qui, hélas, va s'intensifier, traverser les siècles et emmener aux pires atrocités. En effet, tout vient d'un problème qui prend de plus en plus de place pour les institutions ecclésiastiques et qui devient même central au cours du XIIe siècle en raison notamment du développement économique de l'Occident. C'est celui de l'usure, c'est-à-dire du prêt à intérêt, voire du prix de l'argent, l'accélération des échanges, la multiplication des logiques contractuelles et l'augmentation de l'argent en circulation conduisent en fait à un endettement de l'Église. Car oui, même si les institutions peuvent s'enrichir dans cette nouvelle société, elles peuvent aussi tout perdre car elles vivent à crédit. D'ailleurs, l'usure, le prêt à intérêt est condamné à 2 reprises par les 2e et 3e conciles de Latran en 1139 et 1179. Et les usuriers condamnés sont chrétiens. Ils représentent une telle menace qu'ils apparaissent comme des hérétiques. Mais les juifs sont donc bientôt mêlés à toutes ces condamnations. Et les préjugés négatifs à leur égard toujours très nombreux, et l'anti-judaïsme chrétien et ecclésiastique traditionnel qui va donc se réorganiser et ajouter à cette accusation que les juifs ont tué le Christ, une accusation nouvelle, économique donc, qui consiste à les désigner comme une menace pour l'équilibre de la société chrétienne en raison précisément de leur rôle important dans le secteur des affaires. Alors un autre stéréotype se développe à la même période, celui selon lequel les juifs se livreraient à des meurtres rituels. Et oui, on en a beaucoup entendu parler dans l'histoire. Cette accusation est liée à la volonté prêtée aux juifs de répéter la crucifixion en tuant des chrétiens. D'ailleurs, l'architecture témoigne de cet anti-judaïsme. Et je vous prendrai notamment l'exemple du portail central de la façade principale de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui commence à être construite dans la seconde moitié du XIIe
siècle, entouré de 2 statues. Alors l'une représente l'église triomphante et l'autre, la synagogue vaincue aux yeux voilés par un serpent, donc en guise de bandeau, à la lance brisée, à la couronne tombée et aux tables de la loi abaissées. Autre exemple, je crois, la cathédrale de Strasbourg. Oui, tout à fait, une parabole sous forme de figure qui se détache de la corniche d'une tour et qui montre un démon à la tête monstrueuse et aux pieds palmés sculptés, traînant à l'aide d'une corde un juif représenté nu avec une barbe et un chapeau pointu. Un autre démon, lui, décharge dans la bouche des excréments. Les juifs sont donc en fait voués à aller en enfer, selon cette représentation, suivie d'ailleurs quelques années plus tard d'une autre sculpture, là encore la synagogue aux yeux bandés et à la lance brisée, à côté de l'église qui, elle, apparaît victorieuse et couronnée. Architecture assez monstrueuse, et bientôt à la fin du XIIe siècle, de nouvelles persécutions frappent les Juifs. Le 26 mai 1171 à Blois, ce sont 32 Juifs, hommes, femmes et enfants, qui sont brûlés vifs sur ordre du comte Thibaut V. Ces Juifs étaient accusés sans la moindre preuve d'avoir assassiné un enfant chrétien. C'est l'abbé du monastère du Mont Saint-Michel, Robert de Torigny, qui affirme qu'à Pâques, le 28 mars 1171 précisément, les Juifs de Blois auraient crucifié un enfant puis déposé son corps dans un sac jeté dans la Loire. Blois est alors, il faut le signaler, la première ville européenne à être le théâtre de la mise à mort de Juifs sous le chef d'accusations de meurtre rituel. Et des accusations de meurtre rituel qu'on retrouvera notamment dans l'antisémitisme du monde arabo-musulman. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard sur Radio J. Alors, pour revenir justement à cette période, quelques années plus tard, par un édit du 10 mars 1182, le roi Philippe II Auguste expulse les Juifs du domaine royal. Il s'agit alors de la 3e expulsion des Juifs de France après celle ordonnée en 533 et 633. Eh oui, vous avez bien suivi, Ilana, nos précédents épisodes. Et donc, à la fin du XIIe siècle, comme l'ensemble d'ailleurs du territoire français, du royaume, Paris connaît un grand essor économique et des chrétiens jalousent les Juifs. Et le roi, qui a seulement 17 ans, qui est monté sur le trône seulement 2 ans plus tôt, va leur donner raison et voit effectivement dans les Juifs des ennemis de la foi et des concurrents. Alors, seuls étaient visés, il faut le rappeler, ceux qui demeuraient à Paris, Orléans, Bourges, Corbeil, Étampes et Melun, c'est ce qu'on appelle le domaine royal. Mais en fait, ça va se généraliser avec notamment des synagogues qui vont être détruites ou transformées en églises, comme à Paris. Les biens des Juifs sont spoliés et redistribués à des nobles ou à des corporations. Et un mot de Philippe Auguste qui décide également de confisquer au profit du trésor le 5e des créances juives qui avaient été consenties et d'annuler le reste pour donner satisfaction à ceux qui ont emprunté de l'argent aux Juifs. C'est la première spoliation de l'histoire juive et cela va entraîner chez les Juifs du Royaume de France une grande méfiance à l'égard des biens non transportables et une préférence pour les biens transportables comme le liquide, les bijoux et les pierres précieuses. Et on comprend mieux donc l'histoire d'aujourd'hui également. Les Juifs alors émigrent hors du domaine royal, en Champagne, en Bourgogne, en Alsace et en province. Mais nous verrons au prochain épisode de l'histoire des Juifs de France, justement, Christophe, que cette décision royale ne sera heureusement que provisoire. On y reviendra. Merci beaucoup Christophe Dard. On vous retrouvera donc lundi matin pour un nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France.